Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a reçu ce dimanche à Alger le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin. La foire de la production algérienne se poursuit. Zoom ce soir sur le secteur de la métallurgie et de la sidérurgie en Algérie qui contribue grandement au développement de l'économie nationale. L'Algérie s'emploie à réaliser de nombreux projets dans le domaine des énergies renouvelables, y compris l'hydrogène vert, et à Djanet, on investit de plus en plus dans l'énergie solaire. Plusieurs centrales électriques sont réalisées pour aider à faire baisser la facture du gaz naturel. Exemple, cette centrale électrique implantée dans la région de Tadjintout. Le Maroc impliqué dans un vaste scandale de corruption au Parlement européen. Des parlementaires ont avoué faire partie d'une organisation utilisée par les services secrets du Marzen dans le but d'interférer et d'influencer les affaires européennes. On écoutera le témoignage d'une eurodéputée Anna Miranda Paz qui dénonce l'interférence du Maroc dans les décisions du Parlement européen. Vol inaugural hier soir de la desserte aérienne Paris-Djanet avec l'arrivée sur le tarmac de l'aéroport Cheikh Hamoud Ben El Mokhtar du vol direct d'Air Algérie. À son bord, des dizaines de touristes étrangers venus découvrir la beauté de la région. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a reçu ce dimanche à Alger le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République en présence du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red. Je vous invite à écouter à présent le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il y a la demande du président de la République française, Emmanuel Macron, et suite au déplacement qu'il a en Algérie effectué avec une délégation de ministres dont j'étais, il m'a demandé de revenir en Algérie à l'invitation du président Tebboune, que je remercie de la chaleur de son accueil, et de monsieur le ministre de l'Intérieur algérien. Nous avons eu un échange extrêmement important ce matin. Important parce que cela permet aussi à la France de continuer de montrer sa grande volonté de coopération à la suite des échanges qui ont eu entre le président Tebboune et le président Macron. Coopération en termes de sécurité, coopération en termes de sécurité civile, coopération aussi en termes de nos échanges entre nos deux pays. Et nous avons d'ailleurs dit, à la demande du président de la République française, que depuis lundi dernier, nous avons repris et nous avons décidé de le faire ensemble, bien évidemment, une relation consulaire normale, celle qui préexistait avant l'épidémie du Covid-19, notamment dans la relation sur les visas et d'échanges entre nos populations qui est à la hauteur de la relation amicale extrêmement forte et extrêmement spécifique entre la France et l'Algérie. Je remercie le président de la République algérienne pour son accueil, pour cet échange et de l'accueil qu'il a pu avoir pour moi-même, mais aussi les directeurs généraux très nombreux qui m'ont accompagné ce dimanche. Merci à vous. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, s'est entretenu aujourd'hui à Alger avec le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin. L'entretien a porté sur les questions liées au secteur de l'intérieur dans les deux pays, ainsi que les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale dans ce domaine. L'Assemblée populaire nationale a abrité aujourd'hui la cérémonie officielle de la célébration de la Journée mondiale de la langue arabe, célébrée le 18 décembre de chaque année, et ce en présence du président de l'APN, Brahim Bourali, de membres du gouvernement et de représentants de plusieurs institutions et instances officielles organisées par le Conseil de la langue arabe sous le slogan « Apport de la langue arabe à la civilisation et à la culture humaine ». La cérémonie a également vu la présence du conseiller du président de la République chargé des affaires de l'éducation nationale et de l'enseignement
l'enseignement supérieur, Nourdine Rouali. Dans une allocution prononcée à l'ouverture de la cérémonie, Bourali a précisé que l'Algérie, qui mise sur un véritable décollage, est consciente du rôle de la langue, un des piliers de l'identité nationale dans le renforcement de la personnalité nationale et la consolidation de la cohésion sociale et nationale. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a présidé aujourd'hui la cérémonie d'installation de la haute commission chargée de la préparation de la 17e session de la conférence des conseils des États membres de l'Organisation de la coopération islamique prévue dans le wilaya de Constantine le 29 et 30 janvier 2023. Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zardar, a reçu aujourd'hui le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères japonais, Kenji Yamada, dans le cadre de l'établissement d'une coopération dans le domaine de l'industrie entre l'Algérie et le Japon. Les deux parties ont eu des échanges autour des voies et moyens de promouvoir le partenariat et la coopération économique et de les hisser au niveau de l'excellence des relations entre les deux pays. Les nouvelles dispositions comprises dans le Code de l'investissement, dans le cadre des réformes initiées par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, ont également été abordées. Le ministre de l'Industrie a qualifié cette rencontre de fructueuse. Il a annoncé également des consultations en cours et des rencontres en perspective destinées à s'enquérir des potentialités d'investissement pour les entreprises japonaises en Algérie, notamment dans la production pharmaceutique, l'industrie automobile ou encore le domaine de l'énergie. Représentée par le ministre du Commerce, Kamel Rizig, l'Algérie participe en tant qu'invité d'honneur au Salon international de Dakar, au Sénégal, dans le but de promouvoir la production algérienne dans les salons africains. Ce salon représente une opportunité pour développer les relations commerciales et d'investissement et un espace pour exposer la qualité du produit algérien. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a affirmé aujourd'hui que l'Algérie œuvrait à exploiter l'excédent de sa production d'électricité, à l'exporter notamment vers l'Europe en marge de la cérémonie d'inauguration des nouveaux centres des œuvres sociales et culturelles de Sonelgaz dans la capitale. Mohamed Arkab a déclaré que l'Algérie étudie sérieusement le projet d'interconnexion électrique entre l'Algérie et l'Europe, ajoutant que Sonelgaz possède les capacités à même de lui permettre de s'implanter sur les marchés internationaux. Le ministre a affirmé dans le même contexte que l'Algérie est devenue un grand producteur d'énergie électrique avec une capacité de production de 25 000 mégawatts, dont 17 000 sont consommés localement, ce qui fait de l'Algérie un pôle énergétique par excellence. Le PDG de Sonelgaz a indiqué, quant à lui, que près de 200 bornes de recharge électrique pour voitures électriques et hybrides seront installées par le groupe à partir du premier trimestre de l'année prochaine. Un chiffre qui sera revu à la hausse en cas de demande importante sur ce genre d'équipement. Un intérêt particulier est accordé donc par l'État au secteur de la métallurgie et de la sidérurgie en Algérie. Un programme national très ambitieux est mis en place pour l'exploitation du minerai de fer de la mine de Rajbilet, considéré le troisième grand gisement au monde. Reportage à Abdeljalil et Badia mardi. Ce bout de minerai brut est extrait du gisement de Garajbilet à Tindouf, dont les réserves sont estimées à 3,5 milliards de tonnes, dont 1,7 milliard de tonnes sont exploitables. Toutes les analyses qui auparavant se faisaient au niveau des pays africains ou européens sont actuellement assurées par les laboratoires de la Société nationale ORGM. Ce gisement de fer de grande envergure, resté sans exploitation plus de 70 ans, est sorti de l'ombre grâce à la nouvelle politique décidée par le président de la République. Les fruits de cette politique commencent à être palpables. Aux environs de 2025, la quantité de production de l'acier liquide sera aux alentours de 12 millions de tonnes, ce qui nécessite 20 millions de tonnes de minerai de fer que seul Rajbilet peut fournir. De Tindouf à Tébessa, El Wenza et Boukhadra, ces grands gisements de fer en Algérie permettent d'ouvrir de nouvelles perspectives économiques pour le pays, et ce grâce à la nouvelle stratégie industrielle engagée par l'État. Les réserves en minerai de fer sont estimées à plus de 140 millions de tonnes,
prêt pour l'exploitation. Toshiali, l'entreprise algéro-turque de métallurgie, réalise d'importants chiffres à l'exportation. Le complexe de Battiwa a lancé un nouveau projet de production d'acier plat qui alimentera les marchés nationaux et internationaux. Nous avons commencé les exportations en 2021. 1,2 million de tonnes vers 4 continents pour l'équivalent de 800 millions de dollars. Nous allons produire des bobines et tous les aciers plats. Le secteur de la sidérurgie et de la métallurgie contribue grandement au développement de l'économie nationale avec des prévisions de l'ordre de 1,5 milliard de dollars d'exportation d'ici la fin de l'année en cours. Direction la wilaya de Chlef où nous allons découvrir une nouvelle usine qui compte pas moins de 6 unités de production spécialisées dans la fabrication de matériel agricole. Une nouvelle acquisition qui contribue significativement à la réduction des factures des importations. Karima Lachmat, Yasmine Moussaoudi. Située dans la wilaya de Chlef, cette unité de production de matériel agricole a enfin pu voir le jour après un blocage de plusieurs années, permettant à court terme de réduire la facture des importations de ce type de produits de près de 40%. Dans le cadre des directives données par le président de la République au Wali concernant l'investissement, nous avons bénéficié d'un terrain qui compte actuellement pas moins de 6 unités de production, dont une spécialisée dans la fabrication de ficelles agricoles. Un investissement prometteur qui s'est frayé très vite une place de choix dans le marché national. Cette usine propose aux clients des produits de qualité avec des délais de livraison très courts, grâce à une main-d'œuvre locale qualifiée et en utilisant une matière première 100% algérienne. Après une longue période de chômage, j'ai enfin trouvé un emploi dans cette unité. Nous comptons près de 150 employés qui produisent près de 6 000 à 7 000 unités par jour. L'entreprise ne compte pas s'arrêter là. Elle aspire à développer sa fourchette d'activités pour répondre de manière efficace à tous les besoins des agriculteurs. Une nouvelle usine entrera d'ailleurs en service dès l'année prochaine, spécialisée dans les engrais et les pesticides agricoles. Elle emploiera près de 250 personnes. C'est donc un autre projet concrétisé grâce aux mesures prises par l'État pour la levée des entraves sur les projets d'investissement. Énergie solaire avec ses 3000 heures d'ensoleillement par an. La transition énergétique est en marche en Algérie. L'Algérie cible à présent une autre énergie propre, l'hydrogène, qui pourrait être un segment stratégique dans l'économie nationale. Reportage Yanis Aïd Belkacem. Le photovoltaïque, une option choisie par l'Algérie pour diversifier ses sources d'énergie. Il faut dire que le potentiel est là, avec plus de 3650 heures d'ensoleillement par an, mais également à une avancée technologique et un savoir-faire acquis. Le niveau de recherche en Algérie concernant les énergies renouvelables, soit la recherche qui se fait au niveau du Sud-UR ou au niveau des autres universités, c'est un bon niveau. Donc, et ça paraît dans les publications que les chercheurs publient de temps à autre dans les différentes revues internationales et dans les congrès, leur participation dans les congrès. Un grand réserve l'énergie solaire qui m'a dit, d'autres ressources naturelles, il faut comment trouver un SIRA pour construire un projet de recherche commun. À présent, l'Algérie cible une autre énergie propre, l'hydrogène, qui pourrait être un segment stratégique dans l'économie nationale. Renforcer notre sécurité énergétique, diversifier notre source d'énergie, accélérer la transition énergétique, réduire l'empreinte carbone, renforcer notre maîtrise technologique, la formation, la recherche-développement et bien sûr faire émerger un tissu industriel, un tissu des petites et moyennes entreprises, les start-up dans le domaine. On veut vraiment construire une économie, carrément une économie autour de l'hydrogène, notamment l'hydrogène vert et renouvelable. L'Algérie ne veut pas que produire, elle ambitionne d'exporter l'hydrogène vert, très demandé surtout en ce contexte géopolitique complexe que vit l'Europe. Les études comparatives qui ont été réalisées au niveau régional ou même international qualifient quand même l'Algérie comme étant un producteur potentiel de l'hydrogène.
compte tenu un peu des coûts de production qui sont très compétitifs par rapport à d'autres pays. Si on compare les pays de la rive nord ou même certains pays de la rive sud, même certains pays du Moyen-Orient, le kilogramme de l'hydrogène renouvelable vert produit en Algérie, il coûtera moins cher que le kilogramme de l'hydrogène produit en Europe ou dans d'autres pays. Tout ça fait que l'Algérie pourra être vraiment un acteur régional incontournable dans la production et même l'exportation de l'hydrogène vert et renouvelable. L'Algérie veut jouer un rôle important dans la transition énergétique en Afrique grâce à ses projets photovoltaïques. À Janet, on investit de plus en plus dans l'énergie solaire. Plusieurs centrales électriques sont réalisées pour aider à faire baisser la facture du gaz naturel. Exemple dans cette centrale électrique implantée dans la région de Tajentout. Reportage Naïm Alouish. 12 360 panneaux solaires sont plantés sur 8 hectares à la centrale électrique de Tajentout près de Janet. De quoi produire 3 MW d'énergie qui, une fois intégrée dans l'une des 2 turbines à gaz de 7 MW chacune, peut amplement suffire à satisfaire le besoin énergétique de toute la région. Le but de la centrale, c'est diversification des sources de protection d'électricité et le développement de moyens de protection à base d'énergie renouvelable, préservation des sources primaires, économie combustibles fossiles, protection de l'environnement par l'éradication de l'émission à gaz à effet de serre. On a créé presque 28 emplois à cette centrale. Et bien sûr, il y a plusieurs projets futurs. La ville de Janet consomme un peu moins de 8 MW en hiver. Elle est donc suffisamment lotie pour s'autosuffire en énergie mixte, la fossile et la verte, qui aident à faire baisser la facture en gaz naturel. Cette centrale, comme on dit, la centrale, ancienne centrale de la turbine à gaz, c'est de capacité 17. Donc on a 17 et 3, ce sera 20 MW. C'est une capacité réelle. Nous sommes ici connus que le besoin d'énergie de la wilaya, c'est à l'été, le maximum de besoin, c'est le 13 MW. Notre rôle, comme on a une direction, c'est la compagnie de cette entreprise. Et assister à les essais qu'on fait, les essais comme les essais d'électricité, les essais de sécurité, les essais en mise en service. Mais encore, une autre centrale de 4 MW est déjà sortie de terre. Elle sera fonctionnelle dès janvier prochain, tandis qu'à Borj el-Hawas, des prospections sont en cours pour une nouvelle centrale de 1 MW. De quoi conclure que Janet se met doucement, mais sûrement, à l'énergie verte. Un programme de circuits touristiques aux lieux religieux et monuments historiques relevant du califat général de la Zawiya Tijaniya à Ain Madi a été organisé au profit d'une délégation des descendants de l'imam Cheikh Mohammed Ben Abdelkrim El-Marili. Cette visite intervient dans le cadre du colloque international sur l'imam Mohammed Ben Abdelkrim El-Marili, gouvernance, unité et stabilité des sociétés africaines, qui a eu lieu les 12 et 13 décembre à Alger. Malika Blel. Après leur participation au colloque international sur l'imam Mohammed Ben Abdelkrim El-Marili, une délégation composée de descendants du défunt et de chercheurs et spécialistes en patrimoine musulman issus de plus d'une vingtaine de pays arabes et africains s'est rendue à Ain Madi dans la wilaya de l'Rouat, berceau de la confrérie Tijaniya, pour visiter des lieux religieux et monuments historiques relevant du califat général de la Zawiya. La ville de Ain Madi, Al-Rouat, est le berceau de la confrérie Tijaniya et de Abu Abbas Ahmed ibn Mohammed Tijani, fondateur de la tariqa. Nous sommes une délégation venue du Tchad à l'occasion de l'organisation du colloque international sur Cheikh Mohammed Ben Abdelkrim El-Marili. La confrérie Tijaniya compte plus de 500 millions d'adeptes à travers le monde. C'est ici à Ain Madi qu'est né le Cheikh Ahmed Ben Mohammed Tijani.
Les hôtes de l'Arwat ont été accueillis par une fantasia avant de se diriger vers le vieux Qsr où se trouve la mosquée de Sidi Mohamed El Habib, lieu de naissance de Sid Ahmed Tijani. Nous sommes très heureux de visiter l'Algérie, en particulier la région de Ain Madi. Tous les Nigérians connaissent la glorieuse histoire de ce pays, son combat et le sacrifice de ses martyrs. Un pays regorgeant d'activités religieuses et de savants. La région de Ain Madi est un des hauts lieux de la tariqa Tijaniya, lieu de naissance de Sidi Ahmed Tijani. La tariqa compte plusieurs milliers d'adeptes au Nigeria. Nous sommes très heureux de l'accueil qui nous a été réservé. Les membres de la délégation n'ont pas manqué de mettre en valeur la contribution de la confrérie Tijaniya dans la propagation des préceptes de l'islam et l'instauration de la paix, notamment en Afrique. Cette visite leur a par ailleurs permis de découvrir le riche patrimoine de la wilaya de l'Arwat grâce aux différentes expositions organisées à l'occasion. Je vous le disais en titre, le Maroc impliqué dans un vaste scandale de corruption au Parlement européen. Les parlementaires ont avoué faire partie d'une organisation utilisée par les services secrets du Marzen dans le but d'interférer et d'influencer les affaires européennes. Ce week-end, l'ancien eurodéputé français José Bové a révélé s'être vu proposer des pots de vin par l'ancien ministre de l'Agriculture marocain, actuellement chef du gouvernement dans le cadre de l'accord de libre-échange sur les fruits et légumes UE-Maroc. Plus de détails avec Nakhla Al-Arbi. On ne compte plus les scandales qui secouent le Maroc. Le dernier en date, la retentissante affaire de corruption impliquant le Parlement européen qui ne manque pas de réitérer et de renforcer son appui à ce dernier. La corruption gangrène vraisemblablement le Marzen. L'affaire révélée récemment par l'ancien eurodéputé José Bové impliquant l'actuel chef du gouvernement marocain est éloquente. J'étais rapporteur de la commission du commerce extérieur dans les années 2009-2014 et à ce moment-là j'ai été en charge du dossier sur l'accord de libre-échange sur les fruits et légumes avec le Maroc. Et donc je m'étais opposé en tant que rapporteur à ce projet parce qu'il était nuisible à la fois pour les producteurs marocains, les petits producteurs marocains et les producteurs européens. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que sous la pression à la fois du ministre de l'Agriculture marocaine, qui est aujourd'hui le Premier ministre, qui avait le soutien de ce club privé, donc de députés dans le cadre d'une association d'amitié, députés européens, qui regroupait des gens de toute tendance politique du Parlement européen, eh bien le ministre de l'Agriculture, ne supportant pas que je puisse m'opposer à ce projet, m'a proposé de m'amener un cadeau à Montpellier dans un café qui soit discret. C'est le parquet fédéral belge qui, suite à une enquête qu'il a diligentée, a mis en cause une quinzaine de députés européens et mis à nu l'implication de Rabat. Les parlementaires ont avoué faire partie d'une organisation utilisée par les services secrets du Marzen. Le réseau compte des eurodéputés Antonio Panzeri, Andrea Cozzolini, l'assistant Francesco Giorgi, qui aurait été mis en contact avec un agent des services de renseignement et de contre-espionnage en poste à Rabat et un diplomate basé à Varsovie, à savoir Abdelrahim Atmoun, dont le rôle est dit central. D'après ce qu'on déduit des documents qu'on a pu consulter, il se présente un petit peu comme le bras droit de M. Panzeri. Il dit qu'il désigne M. Panzeri, l'ancien eurodéputé italien, comme le chef présumé de cette organisation, et lui dit « Moi, j'étais en charge de faire circuler l'argent liquide de l'organisation ». Il explique que de l'argent venait du Maroc, que cet argent venait en Europe via M. Panzeri, donc qui reste présumé innocent. Là, je vous parle de la déclaration de M. Giorgi. Et puis que cet argent était redistribué d'une part des assistants et des eurodéputés amis. Je pense que c'est l'expression. Néanmoins, le directeur général de la Direction générale des études et de la documentation, Mansour Yassine, semble être le lien direct avec le Parlement européen. Francesco Giorgi, le compagnon de l'une des vice-présidentes du Parlement, la grecque Eva Kaili, laquelle a été arrêtée dans le
cadre de cette affaire, a avoué avoir fait partie d'une organisation utilisée par le Maroc dans le but d'interférer et d'influencer les affaires européennes. Si l'organisation en question avait pour rôle de gérer l'argent liquide, il s'agit ni plus ni moins de trafic d'influence pratiqué par les agents du Makhzen via une activité d'ingérence au sein du Parlement européen et dans les postes clés des institutions communautaires. Cela à coup de rencontres, d'entretiens et de dîners avec les plus hauts responsables des services secrets de Rabat. Le Makhzen a donc érigé la corruption en un véritable système. D'ailleurs, ces actes de corruption sont avérés et documentés avec des témoignages de personnalités politiques, à l'exemple de l'eurodéputée du groupe des Verts, Anna Miranda Paz. Écoutez. Participation dans ce programme, c'est pour dénoncer l'interférence du Maroc dans les décisions du Parlement européen. Nous avons eu une semaine dans laquelle on a su beaucoup d'informations sur certains eurodéputés qui avaient influencé la présence du Maroc et qui avaient aidé au Maroc à faire toute la pression contre le Sahara occidental, mais aussi contre l'Algérie et contre d'autres pays. On a vu l'espionnage du Maroc aussi. Et nous, dans notre groupe, le groupe de Verts, Alliance Libre Européenne du Parlement européen, on avait dénoncé ça depuis des années. On avait vu comment la diplomatie marocaine venait aux commissions, venait pour le bureau. Et on dénonçait qu'il y avait un harcèlement de la diplomatie à certains députés dans la commission des droits, de pêche, d'agriculture. Et ça nous paraît que c'était assez évident pour que l'Union européenne n'aille pas mis en contrôle. Et maintenant qu'on sait toutes les négociations, la supposition de vol et toutes les influences que certains députés ont fait pour le Maroc, je pense qu'il faut dénoncer et qu'il faut passer à l'action. Et toujours à propos du Maroc, la pauvreté affecte la société dans son ensemble. Les manifestations se succèdent et touchent plusieurs secteurs dans différentes régions du pays, notamment à Sidi Moumen et à Radir. Yamina Saïchi. Des conditions de vie déplorables pour les habitants de Sidi Moumen, une pauvreté qui affecte la société marocaine dans son ensemble. Nous sommes à 13 km à l'est de Casablanca et ici le plus inquiétant pour ses habitants, ce n'est pas l'extrême précarité dans laquelle ils vivent, mais plutôt la remontée des eaux qui représente une véritable menace pour ces familles. كان في الاول كانوا احفار كيجيب بنادم حفره وكيدير فيها المجاري ديالو سميتو ولكن من بعد تفارضوا عباد الله وداروا قادوس كبير ديز من هنا ومشى خرج الواد الكبير اللي لهيه ولكن من بعد داروا مدرسه سدوا على ذاك الهونكات اللي تما كاين هذوك القوادس وهذاك دابا يبغي بنادم ينفس الماء ما كاينش من ينفس تمشيو راه المدرسه كتلقى عاوتاني حاجه اخرى تما كاين التراب وداك الشيء على الغلايق وما كاينش اللي يدير في هذاك الشيء وبنادم راك شتي التكرفيصه اللي كاينه هنا الناس مشات ليها فراشها حوايجها والارض دابا اللي ساكنين فيها هابطه على البلايص اخرين فهمتي الفراش اللي كله بشهر بقى على القطعان هو اللي بقى داك مضارب ودوك سميتو بونجات مساند هذا جا تيقول لك سير قلنا مسجا سميتو المقدم ولقيت داك الشيء واحد لقيت خارج كون جاي يدخل ثلاث اثنين هذاك ثلاث جوان ديالو وقال لك ثلاث اثنين هذا باش غيجي لقاي. Les manifestations se succèdent et touchent plusieurs secteurs et régions du Maroc, notamment le secteur de l'enseignement. Les chômeurs, livrés à eux-mêmes et sans avenir, ont décidé d'intensifier leur combat contre un gouvernement qu'ils jugent responsable de cette situation dégradante. هذا هو الجواب ديالنا بصريح العبارات. الجواب ديال المعطلين، الجواب ديال الكادحين، الجواب ديال العمال العربيين، الجواب ديال الناس اللي مساكن بدون سكن. يعني رسالة واضحة لأبناء الشعب المغربي اللي كي عندهم امال في هذا خنوش. راه ما كاينش امل، راه ما كاينش امل في الحكومه، ما كاينش امل في شي برلمان، ما كاينش امل في شي منتخب، ما كاينش امل في حتى شي واحد. كيفاش هذا خنوش غير هاد جوج الناس ما قدرش يقضي لهم غرض. واحد جوج قيوش ديال المعطلين سمحوا لي بين قوسين
وجوج الناس ما لقاو ليهم 2 مترو وجوج الناس ما لقاوش فين يخدموهم كيفاش انه يلقى الحلول للمغرب كامل. واش انا قريت وتعذبت وضربت تمر وانا بنت واحده من الشعب اللي هو ما عنده والو قرينا باللي ما هو زعما شي حاجه بسيطه يعني قرينا في الشتاء في البرد بصناد الميكا ضربوا الكيلومترات المدرسه كنا كنضربوا 7 كيلومتر باش تمشي تقرا في المدرسه وترجع فانت كونت ما نلقاش خدمه في هذه البلاد. الشيخه احسن مني راقصه احسن مني. Même inquiétude et désarroi à Agadir où les Marocains ainsi que plusieurs instances politiques, syndicales et de défense des droits de l'homme ont organisé des manifestations pour dénoncer leur situation socio-économique désastreuse. Retour en Algérie pour parler de tourisme saharien qui devra connaître une relance à la faveur de l'ouverture de la nouvelle desserte hebdomadaire Paris-Janet. L'appareil de la compagnie Air Algérie transportant des touristes de différentes nationalités s'est posé aujourd'hui à l'aéroport Cheikh Hamoud Belmokhtar de Janet. Rina Lerari. Arrivée du premier avion reliant la capitale française Paris à la belle oasis du sud-est du pays, Janet, comptant à bord près de 100 touristes de différentes nationalités venus découvrir la beauté de la région et comptant de l'ouverture de cette nouvelle ligne aérienne. C'est vraiment un gros cadeau parce que lorsque je me suis inscrite, il n'y avait pas le vol direct. Donc ça a été une belle surprise. Et j'ai déjà envie de revenir quand Taman 7 sera ouvert. Et maintenant, sachant qu'il y a un vol sur Janet, c'est formidable. Vol direct, c'est fabuleux. On est arrivé ici rapidement. C'est parfait. J'espère bien que ce vol inaugural va permettre de faire venir plusieurs étrangers et faire vivre de nouveau le tourisme en Algérie. Le premier vol vient de poser en partenariat avec Air Algérie, Point Afrique, Horizon Nomade et les autres agences. On est très contents. L'avion est à une bonne moitié rempli et les prochains avions seront encore plus remplis. On est ravis. Afin de garantir aux visiteurs un séjour inoubliable, la direction du tourisme et de l'artisanat de la wilaya de Janet a établi en collaboration avec des agences de voyage locales un programme riche en activités. Entre soirées folkloriques et découvertes de nombreux sites archéologiques et culturels dont recèle la région, tout a été mis en place pour leur offrir un dépaysement total. On a 19 personnes qui viennent pour le randonnée de 15 jours dans la Tadrart, randonnée pédestre Tadrart. Ils passent la nuit au village saharien Tadrart et demain matin, après le petit déjeuner et les formalités terminées, ils continueront leur voyage sur Tadrart-la-Rouge. La direction du tourisme et de l'artisanat de la wilaya de Janet a mobilisé tous les moyens humains et logistiques nécessaires afin de garantir un agréable séjour aux hôtes et réussir cette saison touristique. Les agences de voyage attendaient l'ouverture de cette ligne depuis longtemps. Cela va permettre de promouvoir le tourisme local et de réduire le chômage. À travers la création de cette nouvelle ligne aérienne et les nombreuses facilitations accordées au profit des touristes, les autorités algériennes ambitionnent de relancer le tourisme saharien pour la promotion de la destination Algérie. Et notre correspondante Afaf Belhouchet nous propose de découvrir l'ambiance à Paris avant le décollage à partir de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Regardez. Accueil chaleureux, présent pour petits et grands et pour cause. Ils sont les heureux passagers d'un vol palpitant. Plus qu'une destination de voyage, c'est une promesse d'envoûtement qu'Air Algérie rend possible en inaugurant une ligne directe Paris-Janet. C'est vraiment un trésor du Sahara et je suis vraiment contente de partir aujourd'hui, surtout dans un vol inaugural comme ça, historique, direct de Paris. Je trouve que c'est une excellente idée, donc je voulais surtout pas rater ça. Des passagers au profil divers, de toutes générations et origines, en connaisseurs ou amateurs, groupes ou en petites familles, en quête de quiétude et d'émerveillement. On aime bien le calme, la tranquillité et puis découvrir les nouveaux paysages. En fait, c'est une découverte aussi parce que c'est la première fois qu'on fait un trek en famille. Donc découvrir le sud de l'Algérie, c'était un souhait aussi. Et donc un rêve va aussi se réaliser ce soir. Une ligne aérienne qui répond à une demande d'opérateurs orphelins d'offres attractives depuis plus d'une vingtaine d'années. On n'attendait que ça.
Ah ouais, c'est un bonheur parce qu'on a été là-bas depuis des années. Quand ça s'est fermé, c'était une déchirure. Donc de retourner là-bas, c'est plus qu'un bonheur, c'est une grande joie. Hein. Avec ce vol direct Paris-Janet, Air Algérie entend non seulement capitaliser sur une offre à haut potentiel touristique, mais aussi accompagner la stratégie d'ouverture décidée par le pays. Dans cette optique, Air Algérie a souhaité promouvoir la destination, donc au départ de Paris. Et ça rentre en fait dans le cadre des orientations ou la stratégie initiée par le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, pour promouvoir la destination du Sahara comme une destination touristique. Ce faisant, la compagnie nationale consolide sa place parmi les plus importants clients des aéroports de Paris. Sur Paris-Charles de Gaulle, Algérie est dans le top 10 des compagnies en termes de nombre de passagers. Donc c'est vraiment un client pour nous très important et un partenariat très fort qu'on vient renforcer encore aujourd'hui avec l'ouverture de cette nouvelle ligne. Une offre fruit d'un partenariat entre autres avec l'ONAT et ce sont les opérateurs de voyages locaux qui sont mis à l'honneur par la compagnie nationale venue jusqu'à Paris accompagner des clients avec une promesse de programme féerique. Il va tasser des bivouacs, c'est des circuits de bivouacs. Le dernier jour à Janet pour visiter Janet, le marché, l'artisanat et ainsi de suite. Voilà. Avec le vol direct, ça permettra de faciliter le tourisme qui vient exactement pour prendre le temps exactement, ne pas de perdre le temps sur d'autres correspondances. Une nouvelle aventure qui a commencé cette nuit avec des passagers tout sourire, l'équipage veillant au grain, à sa tête le commandant de bord, au bout, la majestueuse Jeannette promet de livrer quelques-uns de ses mystères. L'Argentine a été sacrée pour la 3e fois championne du monde de football après 1978 et 1986 en battant la France au tir au but 4-2 en finale du mondial 2022 à Doha. C'est le premier titre mondial pour Lionel Messi autour d'un doublé. L'Argentine menait 2-0 à la mi-temps grâce à Messi et Angel Di Maria, puis 3-2 en prolongation, mais Kylian Mbappé a inscrit un triplé pour envoyer les Bleus au tir au but. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Excellente soirée sur Canal Algérie.